Bonjour, nous, l'équipe 7, nous allons vous présenter notre travail sur l'Inde, plus particulièrement en trait à la discrimination des minorités en milieu de travail dans ce pays. Donc, la présentation se procédera de la façon suivante. Donc, il y aura une courte description de l'Inde de façon générale. Nous allons aborder la culture qui est présente dans ce pays. Par la suite, nous ferons l'analyse de l'Inde par rapport au Canada selon les dimensions de Hofstadter. Ensuite, les différences comparatives entre l'Inde et le Canada seront faites. Nous aborderons la problématique en ressources humaines, donc les discriminations basées sur les castes, les religions et sur le sexe. Nous élaborerons quelques pistes de solutions et nous terminerons avec une conclusion. Donc, l'Inde représente le 7e plus grand pays en termes de superficie. C'est le 2e pays le plus populeux dans le monde. En termes d'économie mondiale, c'est la 7e économie en termes de PIB nominal. C'est une république fédérale laïque qui est gouvernée par un système parlementaire démocratique. Au cours des 60 dernières années, la population de l'Inde a subi des changements assez importants. Entre autres, la population elle a plus de quadruplé. Le revenu par habitant a extrêmement augmenté, ce qui permet d'avoir un pouvoir d'achat plus important des habitants. Et le taux d'alphabétisation est passé de 17 à 74 %. La culture indienne s'est développée depuis plus de 4500 ans et c'est au cours de la période védique que les fondements de la philosophie, mythologie, théologie et littérature hindoue se sont développés. Et c'est aussi à cette période que de nombreuses croyances et pratiques ont pris racine. L'Inde est une société qui est pluraliste, multilingue et multiethnique et possède une très grande diversité religieuse, un point qui sera abordé plus tard dans la présentation. Plus de 25 langues sont parlées en Inde et l'Inde possède 2 langues officielles, l'hindi et l'anglais. Et l'anglais est surtout utilisé en affaires, en politique et en éducation. Donc, la culture de l'Inde, l'Inde, c'est une société qui est très traditionnelle et qui est définie par une hiérarchie sociale très développée. Les classes sociales sont définies par un millier de groupes héréditaires endogames, donc transmises de génération en génération. Et ces classes-là, ces groupes-là sont souvent appelés des castes. Et le système de castes indienne englobe une grande partie de la stratification sociale. Et il existe de nombreuses restrictions sociales dans ce pays en lien avec les castes. Sur le milieu de travail, en Inde urbaine et dans les sociétés indiennes internationales, l'identification aux castes peut être présente à différents niveaux. Donc, c'est quelque chose qu'il faut être conscient quand on travaille dans ce pays. Par contre, l'Inde a déclaré l'intouchabilité illégale en 1947, donc la discrimination de ceux qui étaient catégorisés de hors classe. Et depuis cette époque, a promulgué plusieurs lois antidiscriminatoires. Dans cette section, nous allons regarder l'analyse de l'Inde versus le Canada selon les 6 dimensions de Hofstede. On peut identifier à premier coup d'œil qu'il y a certaines dimensions qui sont similaires et d'autres très différentes. Donc, on va regarder cela dans les diapos qui suivent. Les distances hiérarchiques, donc cette dimension mesure la distribution du pouvoir dans une culture. En Inde, c'est un pays très hiérarchique où c'est très important, contrairement au Canada. La dimension individualiste collectiviste, le degré auquel les individus sont intégrés au groupe. Au Canada, on a une prépondérance à l'indépendance des individus, contrairement en Inde. La dimension masculinité et féminité, c'est une mesure de la culture dans laquelle il y a une distribution des rôles selon le genre. Au Canada et en Inde, on a une prépondérance pour la masculinité, donc les valeurs masculines comme l'assurance et l'ambition. Le contrôle face à l'incertitude, donc c'est le degré de tolérance de la société face à l'ambiguïté. L'Inde et le Canada ont des scores moyens. Pour l'Inde, c'est une société qui accepte qu'il n'y a rien de parfait. Au Canada, ça se manifeste plutôt par une tendance à prendre plus de risques et essayer des nouvelles expériences. Pour l'orientation long terme, c'est comment la société va maintenir ses liens avec son propre passé et faire face aux défis du présent et futur. L'Inde est connue pour être une société qui est très préoccupée par le futur. C'est en lien avec le karma et tout ça. Alors que le Canada,
est une société plus centrée sur les objectifs et les résultats à court moyen terme. En termes d'indulgence, c'est la mesure selon laquelle la société va permettre aux gens de satisfaire leurs désirs et leurs impulsions personnelles ou, contrairement à ça, c'est les restreindre. Cela signifie que la société va limiter la satisfaction des besoins et la société est plus régie par des moyens et des normes très strictes. Au Canada, on a un score beaucoup plus élevé que l'Inde. Donc, les trois différences majeures entre l'Inde et le Canada, c'est le pouvoir hiérarchique, l'individualisme et l'indulgence. Parlons à présent du management et du leadership culturel et spirituel. L'Inde est une société organisée hiérarchiquement autour de la famille et de l'appartenance à une caste. La base de la société est la famille patrilinéaire, où le père est le chef de la famille. On considère que les êtres humains sont fondamentalement inégaux et que chaque individu a le devoir d'accomplir sa tâche qui lui est attribuée en fonction de son rang et de sa naissance. La vieillesse est signe de respect et d'autorité dans toutes les sphères de la société indienne. Voyons maintenant au Canada. Il y a plus de 200 cultures distinctes au Canada. En fait, le pays est souvent défini comme une mosaïque culturelle. Les compétences professionnelles et académiques sont des atouts importants dans les milieux professionnels canadiens. L'expérience de travail également. Peu d'importance est accordée à l'âge, statut social, réseau de connaissances, sans pour autant en sous-estimer l'importance. Donc, pourquoi nous disons que la discrimination est une problématique des ressources humaines? Parce qu'il y a un impact au niveau des individus et au niveau de l'organisation. Impact au niveau des individus, on peut citer le sentiment d'injustice, le sentiment d'impuissance, l'anxiété, la démotivation, la baisse de rendement, épuisement personnel et professionnel. Et au niveau de l'organisation, nous pouvons citer des inégalités des chances à l'embauche, la difficulté de recrutement, des pertes en matière d'innovation, le taux de roulement élevé, une perte d'efficacité. Voyons maintenant quelques statistiques qui nous viennent d'une étude publiée en 2014, menée par BAC. 48% des Indiens affirment avoir vécu une certaine forme de discrimination. 25% basé sur le genre, 22% basé sur l'âge, 18% sur les castes et religions. Les villes comme Delhi, Pune et Chennai ont le plus grand taux de discrimination en milieu urbain. 30% des compagnies qui ont passé un sondage mentionnent avoir une politique claire sur la discrimination. Donc on peut sous-entendre que du travail est encore à faire parce que 70% n'ont pas de politique claire. Face à cette problématique, on peut se poser la question sur le rôle des gestionnaires des ressources humaines. On sait que les ressources humaines sont un partenaire stratégique et ont pour but de mettre en place des conditions favorables pour permettre au personnel d'atteindre leur plein potentiel. Donc, ce rôle traditionnel peut se décliner comme suit: maintien et perfectionnement des procédures professionnelles et des instruments de recrutement, du développement, de l'évaluation, de la rémunération et de la promotion du personnel. Donc, c'est vraiment important pour les gestionnaires en ressources humaines d'assurer un environnement exempt de toute discrimination. Par la suite, nous allons aborder la discrimination selon 3 axes, soit par les castes, par la religion et par les sexes. Discrimination basée sur les castes. Section 1. Définition. Tout d'abord, le système des castes est un terme portugais désignant le mode de division des sociétés du sous-continent indien. Ce système se hiérarchise principalement selon la religion hindoue dominante en Inde, mais notons que pléthore d'autres religions sont très présentes, à l'instar de l'islam, du christianisme ou encore du bouddhisme. Une hiérarchie bien définie entre les castes subsiste avec à sa tête les brahmanes, les kshatriyas et les vaishyas qui désignent les castes supérieures, et viennent ensuite les shudras et les dalits, ou intouchables, jugés impurs. Section 2. Caractéristiques des castes. Il existe 5 caractéristiques générales du système de castes. Tout d'abord, nous avons la notion de spécialisation héréditaire, c'est-à-dire qu'une caste s'occupe d'un métier. L'endogamie est aussi importante et elle induit un mariage au sein de la caste.
La hiérarchie dans le système des castes indiens est très claire et veut que dans la société indienne, les êtres humains soient inégaux et que chacun doit accomplir une tâche spécifique à son rang. Enfin, le système des castes indiens est exhaustif. Tout hindou doit appartenir à une caste. Section 3. Constitution indienne de 1950. Délégitimation des castes. Notons tout d'abord, et c'est très important, que la Constitution indienne n'abolit pas le système des castes. Elle induit une égalité entre les citoyens, comme le dispose son article 15, qui interdit la discrimination basée sur la religion, la caste, le sexe ou encore le lieu de naissance. L'article 17 abolit la notion d'intouchabilité et l'article 46 induit quant à lui que l'État doit promouvoir les intérêts économiques et éducatifs des sections les plus faibles de la population en leur réservant certains avantages. C'est la naissance de la politique des quotas dans la fonction publique, la politique, l'enseignement et l'éducation. C'est sûrement grâce à cela qu'en 2017, les 2 candidats à la présidence étaient des intouchables. Ainsi, la Constitution indienne se veut égalitaire pour tous les Indiens. Mais qu'en est-il dans la réalité? Dans les faits, 18% des discriminations rapportées sont basées sur les castes. Aussi, en 1947, 40% des Indiens jugeaient important la hiérarchie des castes et en 2004, ils étaient 60%. Nous constatons donc une augmentation. Les castes sont aussi un instrument de concurrence sociale et notons que 83% de la population indienne vivant sous le seuil de pauvreté appartient à la caste des intouchables, tandis qu'elle ne représente que 12% des castes les plus hautes. Pour finir, au sein des entreprises, les castes supérieures occupent les postes hiérarchiquement les plus élevés. Une ségrégation spatiale est aussi exercée en fonction des castes dans le monde du travail. Enfin, un management paternaliste lié à la hiérarchie est très fort dans le système des castes indiens. Pour ma partie de discrimination basée sur la religion, je vais commencer d'abord par définir ce qu'est la religion. En effet, la religion est un ensemble de croyances, sentiments, dogmes et pratiques qui définissent les rapports de l'être avec le sacré ou la divinité. En effet, ce concept a joué un rôle important dans l'histoire de l'Inde. La diversité et la tolérance religieuse sont des traits significatifs de la culture indienne, aujourd'hui reconnus par la loi. L'immense majorité des Indiens se reconnaissent dans une religion et celle-ci joue souvent un rôle primordial dans leur vie. Si l'hindouisme est la religion la plus dominante de l'Inde, avec environ 80% de la population, c'est loin d'être la seule pratiquée. En effet, la plus grande communauté musulmane du monde se trouve en Inde et représente environ 14,4% de la population. Mais on retrouve aussi les sikhs, les animistes, les agnostiques, sans oublier les autres religions naturelles encore très vivantes dans certains groupes tribaux. En ce qui concerne les castes chez les non-hindous, on distingue chez les musulmans les ashrafs ou nobles descendants réputés d'immigrants et les gens du commun dont l'origine indienne est avouée, répartis dans un grand nombre de groupes qui ressemblent beaucoup à des castes, mais ne suivent pas forcément les règles du système des castes. En ce qui concerne les autres musulmans, il existe 3 groupes endognes comparables aux castes hindoues, les convertis de caste supérieures, des groupes professionnels correspondant à des castes artisanales et enfin les dalits qui ont conservé leur fonction sociale après leur conversion. Pour les chrétiens, Dumas observe que les chrétiens anciens, qui selon la légende ont été convertis par saint Thomas, sont divisés en groupes qui se révèlent de fait endogmes et que les chrétiens d'origine intouchable sans avoir leur propre église. Pour les bouddhistes, Bouddha refute la supériorité des hautes castes sur un plan métaphysique. Il affirme que la conduite d'une personne plutôt que sa caste qui détermine si elle est bonne ou mauvaise. Pour les sikhs, la majorité des convertis au sikhisme est issue de la caste des Jat, l'élite rurale du Pendjab et une minorité de convertis sont des dalits. Les conflits ethno-religieux et persistance des inégalités de caste dans l'Inde contemporaine n'ont cessé d'augmenter. En effet, les inégalités frappent en premier lieu les dalits, puisque 36% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté en milieu rural, contre moins de 12% pour les hautes castes. On retrouve la basse caste qui se compose de SC, ST et OBC. En effet, pour les SC, on retrouve 38% des SC vivent sous le seuil de pauvreté, contre moins de 10% des hautes castes.
caste. Les OBC sont globalement mieux lotis dans la mesure où si la majorité d'entre eux sont considérés très pauvres ou pauvres. En effet, les basses castes sont surreprésentées dans les catégories les plus pauvres. L'État indien est un État laïque. Il proclame un traitement égalitaire de toutes les religions. En effet, l'article 15 stipule que l'État n'établira aucune discrimination à l'égard des citoyens pour des raisons relevant uniquement de la religion, de la race, de la caste, du sexe, du lieu de naissance ou pour plusieurs d'entre elles. Au cours des siècles, l'histoire a laissé de nombreuses blessures non cicatrisées dans ce sous-continent indien, qui est un monde en lui-même aux peuples accumulés et juxtaposés aux langues et écritures diverses et aux religions qui se sont entrechoquées. En effet, plusieurs attentats discriminatoires basés sur la religion ont eu lieu, comme la destruction de la mosquée d'Ayodhya, le programme anti-musulman du Gujarat, plusieurs attentats à la bombe attribués aux islamistes, ainsi que plusieurs attaques terroristes islamiques coordonnées à travers Bombay. Le caractère multireligieux en Inde oppose donc une majorité hindoue à des minorités, notamment on cite les musulmans et les chrétiens. Il faut savoir que dans la culture indienne, il y a une préférence marquée pour l'homme dans les croyances. Engendrer une fille est jugé moins honorable depuis des siècles, voire honteux. Donc on peut vite comprendre l'existence de la discrimination basée sur le sexe dans ce pays. Dans un milieu de travail, la discrimination envers les femmes se retrouve dans les processus de recrutement, dans les conditions de travail et dans les façons que le travail est divisé entre les hommes et les femmes. Il y a aussi une très faible participation des femmes sur le marché du travail et leur taux d'activité diminue continuellement depuis 2005. Cela pourrait donc contribuer à creuser davantage les écarts entre les sexes si les femmes sont de plus en plus absentes dans le marché du travail. Heureusement, il y a tout de même des lois en place pour protéger les femmes, notamment le Equal Remuneration Act, qui oblige les entreprises à respecter l'équité salariale, et le Sexual Harassment of Women at Workplace Act, qui oblige les entreprises à mettre en place des moyens de diminuer les harcèlements sexuels au travail. Cependant, l'application de ces lois est encore grandement à travailler. En Inde, la société est patriarcale. Généralement, dans les coutumes, les femmes restent à la maison pour accomplir les responsabilités domestiques, et l'homme est celui qui travaille pour donner des vivres à la famille. Un fait important en Inde est l'existence du système dowry, communément appelé la dot. C'est une pratique universelle en Inde où lorsqu'une femme se marie, la famille doit payer pour le mari sous forme de cadeaux ou d'argent. Lorsque la famille n'est plus en mesure de payer la dot, les jeunes femmes sont souvent tuées par sa propre famille ou martyrisées par la belle famille. En plus de ça, il y a des parents qui vont tuer leur bébé à la naissance, tout simplement à cause de leur sexe féminin. Donc, être une femme en Inde est parfois, même souvent jugé honteux, et dans les villages, cette croyance est encore plus forte que dans les zones urbaines. Deuxièmement, il y a eu l'apparition du Medical Termination Act dans les années 70, afin de diminuer le taux de natalité en Inde et éviter ainsi la surpopulation. Le gouvernement a donc mis un programme de planification familiale et cela a contribué à réduire rapidement le ratio des femmes versus les hommes dans ce pays. Car les familles, en fait, étaient en faveur de la naissance des garçons. Aussi, en Inde, la femme est traitée comme le genre le plus faible physiquement. Donc les emplois qu'elles vont faire seront, entre parenthèses, plus faciles et moins productifs. Cela va accentuer le fait que les hommes ont plus de valeur sur le marché du travail. Quatrièmement, en Inde, il y a beaucoup d'harcèlement et de violences sexuelles au travail. Au minimum, 17% des femmes actives sont confrontées à de l'harcèlement sexuel. C'est donc un incitatif pour les femmes à quitter leur milieu de travail. Et finalement, il y a une grande différence entre le salaire des femmes versus celui des hommes. Au niveau des salaires, on peut voir ici dans le graphique qu'il y a une tendance pour le salaire à augmenter chez les femmes, plus leur niveau d'éducation augmente, surtout dans les secteurs de services qui sont représentés par les barres grises. Le salaire de la femme avec des études supérieures dans les zones rurales, qui travaillent dans les services, pourrait espérer obtenir un salaire à peu près de 90% de celui de l'homme. Cependant, le secteur manufacturier, dans l'ensemble, représenté par les barres bleues, démontre peu de variations, et cela peu importe le niveau d'études. Il s'agit donc du secteur qui est le plus discriminant, malgré que, à mon avis, ils le sont tous au point de vue équité salariale. Voyons à présent quelques pistes de solutions.
Premièrement, pour les gestionnaires de ressources humaines, il serait important de développer une culture d'entreprise pour l'égalité des chances et la non-discrimination. Mettre en place une méthode pour lutter contre la discrimination au travail. Par exemple, des sondages anonymes ou faciliter des procédures de plainte. Communiquer régulièrement des messages et la mentalité de l'entreprise contre la discrimination au travail. Ça peut être par des affiches, des vidéos ou des formations. Encourager au niveau supérieur la promotion de l'égalité des chances et la non-discrimination par des actions concrètes. Ça peut être en mettant en place des procédures de recrutement claires et transparentes, des formations qui visent les minorités, le système de quotas ou discrimination positive également qui réserve certains postes à certaines castes défavorisées. Et ensuite, pour les expatriés et l'entreprise qui veulent s'établir en Inde, il sera important de se renseigner sur la culture indienne, comprendre les valeurs chères à cette culture, être conscient des différences par rapport à sa culture d'origine, développer des conditions en faveur de l'égalité entre les personnes afin de tirer profit des compétences de la main-d'œuvre. Pour conclure, le but de cette présentation a été de donner un aperçu sur la culture de l'Inde, suivant l'axe des discriminations qui constitue une problématique en ressources humaines. Et nous avons fait une étude dyadique selon les dimensions d'Ofsted, qui nous a permis de comprendre cette culture en la comparant à celle du Canada. Il y avait là quelques ressemblances, entre autres la masculinité, la féminité, la tolérance à l'incertitude, l'orientation sur le long terme qui sont assez similaires qu'au Canada, et certaines différences ont été également relevées. L'individualisme et l'indulgence moins marqués en Inde, et la distance hiérarchique au Canada. L'Inde a une culture teintée par une grande influence de la religion et différentes philosophies vieilles de plusieurs millénaires. L'hindouisme, courant religieux majoritaire, prône entre autres l'inégalité des personnes. Selon cette religion, chaque personne doit remplir le rôle hiérarchique qui lui est destiné par sa naissance. Nous pouvons également noter que certains efforts sont déployés pour lutter contre la discrimination. C'est le cas des lois qui ont été mises en place, dont la loi sur l'intouchabilité et des lois sur l'équité salariale des femmes. Officiellement, l'intouchabilité n'existe plus en Inde, mais dans les faits, c'est une toute autre histoire. Il y a d'autres efforts tels que la discrimination positive dans le secteur public qui réserve certains postes à certaines castes défavorisées. On peut également remarquer une certaine évolution des mentalités, particulièrement en milieu urbain où l'inégalité entre les hommes et les femmes sont le moins prononcées qu'en milieu rural. Mais en dépit de tous ces efforts, la discrimination demeure une réalité encore présente en milieu de travail. Cela constitue une problématique des ressources humaines considérant son impact sur l'efficacité et la bonne marche de l'organisation. Les gestionnaires doivent donc poser des actions concrètes afin d'établir un environnement contre la discrimination. Pour les personnes qui comptent s'expatrier en Inde et les compagnies qui veulent s'y implanter, donc prendre connaissance et conscience de la réalité indienne qui peut être différente des pays occidentaux. Prendre des mesures pour garantir la gestion efficace des ressources humaines. Mettre en place un environnement en faveur de l'égalité des chances et poser des actes concrets pour lutter contre la discrimination. Donc, quelques pistes ont été proposées à cet effet. Et nous terminons par présenter quelques références qui ont permis de soutenir ce travail. Et nous vous remercions pour votre attention.